Ne laisse pas ton verre n'importe où. Ce conseil de ma mère, je l'ai toujours appliqué à la lettre. Toujours, sauf cette fois-là. Ce soir-là, je suis de sortie après une conférence de presse organisée par ma chaîne. Ce soir-là, je suis entourée de collègues et de personnalités de télé-réalité. Ce soir-là, je suis encore Lucrèce, la petite provinciale naïve qui découvre l'envers du décor du milieu de la télé. Ce soir-là, je suis la nouvelle rédac-chef qui tente de s'acclimater. Ce soir-là, jamais je n'aurais pu imaginer comment allait tourner ma soirée. Heureusement pour moi, j'ai un ange gardien qui veille depuis le premier battement de mon cœur. Et ce soir-là, il a fait des heures sup pour s'assurer qu'il ne m'arrive rien de trop grave. Malheureusement, certaines, n'ont pas le même destin que moi. Et pour eux, il a suffi d'une soirée. Une négligence malencontreuse. Un mot de trop. Un verre de trop. Une dose de trop. Pour que leur vie vire au cauchemar. L'anecdote que je m'apprête à vous raconter a deux volets. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur un seul. L'autre, je le garderai pour un épisode plus complet sur les agressions physiques. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de ce soir-là, pour ouvrir les yeux à tous ceux qui rêvent de gloire et de célébrité. Épisode 19. Pils, strass et paillettes. Hey guys, c'est Lucrèce. Merci d'écouter Destiny Podcast. Il faut que je donne un peu de contexte. Pour ceux qui écoutent les épisodes dans l'ordre, on en est à cette phase de ma vie où je suis installée à Paris, à Levallois, plus précisément, sous le coup d'une expulsion de mon appart travaillant au McDo, cherchant désespérément un nouveau poste en production audiovisuelle. Ah, et accessoirement, je viens de me faire escroquer par le petit frère de l'arnaqueur de Tinder. Si vous n'avez pas la ref, allez voir le documentaire sur Netflix. Bref, pour bien resituer l'anecdote du jour, j'ai fini par déménager. Me voilà désormais à Nanterre dans un 11 mètres carrés. Oui, vous avez bien entendu, un 11 mètres carrés. Un tout petit studio, hyper fonctionnel et vraiment canon avec une propriétaire en or. Trouver ce logement n'a pas été simple d'ailleurs. J'ai essuyé quelques réflexions racistes en cherchant cet appart. Encore un petit coup pour effriter ma vision de la vie à Paname. Mais gloria a Dios, juste avant de me retrouver sans toit, cette proprio me sauve la mise en m'attribuant le studio. Ma vie reprend peu à peu forme. J'ai trouvé un job dans une boîte de prod pour quelques mois. Et pas n'importe laquelle. Je bosse sur un programme de TF1 dans les bureaux de Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, animateur phare de mon enfance. Je suis gâtée. Et je ne remercierai jamais assez les directeurs de casting de m'avoir embauché. Si seulement ils savaient. À l'approche de la fin de mon contrat, il fallait que je rebondisse. J'ai passé moins d'un mois sans emploi et me voilà à Paris 16, près de la place du Trocadéro, rédactrice en chef pour un média spécialisé en actu télé-réalité. Le poste de Red Chef, mon rêve. Le volet télé-réalité, beaucoup moins. Je l'avais d'ailleurs dit au directeur d'antenne. Je déteste la télé-réalité. Je ne pouvais pas supporter. Je ne comprenais pas le concept et à part quelques programmes phares de mon époque que tout le monde regardait, genre Secret Story, les nouvelles émissions en feu comme les Marseillais, je ne suivais pas du tout. Je ne connaissais pas les candidats. J'ai appris et j'ai fait mes armes. Au final, de très belles années. Même si tout n'était pas tout le temps rose, ce chapitre de ma vie m'a été grandement bénéfique, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. À ce poste, j'ai commencé à côtoyer du beau monde, comme on dit. L'un des gros atouts de ce métier, les invitations. Avant-première, conférences de presse, spectacles, concerts, tout ce qui fait la vie à Paname.
C'est à cette période que j'ai commencé à comprendre les coulisses, à voir comment ça marche en vrai. Les visages de ces gens que certains adulent à la télé et qui, en backstage, sont pires que le Joker. Ce petit monde où certains pensent que leur titre et le pseudo-pouvoir qu'ils leur confèrent les élèvent au-dessus des autres. Ces célébrités prêtent à tout pour exister, quitte à sombrer dans des addictions malsaines. La méchanceté, la perfidie, à un niveau plus, comme dirait l'une de mes amies. Ces figures solaires à l'antenne, mais incroyablement tristes, une fois les caméras éteintes. Bref, les abus en tout genre, nommez-les, en télé, on aura tout vu. Ne me demandez pas, je ne vous donnerai pas de nom. Je vous parle d'une époque bien avant MeToo, bien avant Balance ton porc. Quand j'y repense, je dis Dieu merci. J'ai été bien éduquée, et mon cercle d'amis proches n'a rien à voir avec ce milieu. Je voulais qu'on m'apprécie et qu'on me respecte pour mon travail. Je n'ai jamais cherché à tout prix à me faire des amis célèbres. Pour moi, aucun intérêt. Et puis, au bout de la énième sortie presse, la magie s'émousse. Tu croises une star? Ah tiens, voilà un tel. Tu hausses les sourcils, tu tournes la tête, et voilà. Et pourtant, ce soir-là, allez savoir pourquoi. Ce soir-là, après la conférence de presse, je ne rentre pas directement chez moi. Il faut dire qu'au bout d'un moment, j'avais compris le système. Dans ce milieu, si tes compétences parlent pour toi à un moment donné, les meilleures connexions, les vraies opportunités, elles se jouent en soirée. C'est comme ça qu'on fait du business, en vrai. Une rencontre ici, une autre là, une accroche avec un tel, une conversation sur un projet et le lendemain, vous voilà en terrasse d'un café, en train de sceller un deal dans un cadre plus posé. Dans ce milieu, on grimpe en se liant d'amitié. On me l'avait bien fait comprendre. Premier job en télé, vous vous souvenez? Les amours. Première after-party de fin de tournage. Moi, je suis à fond bouffe. Un verre de jus dans une main, une assiette bien remplie dans l'autre. Mon ancien superviseur me tend une coupe de champagne. Je refuse poliment. Ah non merci, j'aime pas le champagne. Il me regarde, fronce les sourcils. Si tu veux réussir dans ce milieu, ne dis jamais que tu n'aimes pas le champagne. Sur le moment, j'avais trouvé ça hyper bizarre. Mais avec le temps, j'ai compris pourquoi. Des années plus tard, ce soir-là. La conférence de presse touche à sa fin. Mais les personnalités de télé-réalité qu'on a fait venir veulent continuer la soirée en boîte. J'hésite. Mes collègues insistent. Allez, viens! On termine dans une boîte près de la Tour Eiffel. L'ambiance est bonne. Je prends mon petit verre, on danse, on rigole, je discute avec un collègue. Sachant que je ne tiens pas l'alcool, parce que clairement je ne bois jamais, je sais que ce verre sera le seul de la soirée. Je suis assise à côté de deux personnalités de télé-réalité qui, sans la moindre discrétion, se font un rail de, vous savez quoi, là, en plein milieu du club. Première fois de ma vie que je vois ça. Je suis choquée. Surtout quand je réalise que je suis la seule à l'être. Personne d'autre ne trouve ça bizarre. Mais bon, après tout, c'est leur vie. Je tiens mon verre, fermement contre ma poitrine. Puis quelqu'un m'attrape et m'entraîne sur la piste. Je pose mon verre. Là. Ne laisse pas ton verre n'importe où. Ce soir-là, j'oublie le conseil de ma mère. Après tout, qui pourrait bien vouloir me faire du mal? Je reviens. Deux verres sont posés côte à côte. J'hésite. Lequel est le mien? Je réfléchis. Je reconnais. Je bois. Quelques minutes passent. Quelque chose ne va pas. Comme si j'avais enchaîné 15 verres de vodka d'un coup. Ma tête tourne. Je dis à la personne à côté de moi que je vais descendre aux toilettes. Je ne me sens vraiment pas bien. Je crois même que je commence à m'endormir là, dans la boîte, comme ça. Un mec, extérieur à notre groupe initial qui s'est greffé en cours de soirée, se propose de m'accompagner. Il me porte à moitié sur son épaule et me descend. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'au moment où, au lieu de me laisser tranquille, il commence à m'embrasser. Je le repousse. Il n'écoute pas. Moi, je ne me sens pas bien du tout. J'ai envie de vomir. J'ai la tête qui tourne et je ne vois pas très bien. J'essaie de me débattre mais le gars ne comprend pas que je ne veux pas. Ça, c'est le premier volet de cette histoire.
Ce qui se passe après, j'y reviendrai en détail dans un autre épisode. Il se passe un temps, et un de mes collègues me sort de la boîte en me portant à bout de bras. Ça, c'est le deuxième volet de cette histoire. Car la seule partie dont je me souviens, les amis, c'est d'avoir posé un pied dehors, puis blackout. Je me réveille, quelques heures plus tard visiblement. Je ne suis pas chez moi. Je suis dans une maison, celle qu'on a louée pour les personnalités de télé-réalité qui ne vivent pas à la capitale. J'entends des voix en bas. Je suis perdue. Je ne me souviens pas de comment je suis arrivée là, de pourquoi je suis là. J'ai même un pull sur moi qui ne m'appartient pas. Je ne comprends absolument pas. Dieu merci. 2 de mes collègues sont là. L'un d'eux me voit. Ah, ça tombe bien, j'allais venir te réveiller. On y va, je te ramène. Mon autre collègue commande un Uber. L'autre me raccompagne chez moi. Je lui parle, je cherche à comprendre. Je comprends pas, je me souviens pas, j'ai bu qu'un verre. Il me rassure, bienveillant. Il me dépose, s'assure que je rentre bien. Le lendemain, il prend de mes nouvelles. Quand je raconte cette histoire à ma mère, on en est convaincus toutes les deux. Il y avait quelque chose dans mon verre. Mais quoi? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai pris par inadvertance celui de l'une des 2 personnalités qui se faisait des rails dans la boîte? Est-ce que ce mec a mis un truc exprès dans mon verre pour abuser de moi? Jusqu'aujourd'hui, il me manque des morceaux de cette soirée. Mais un grand quelqu'un là-haut a veillé sur moi. Il a veillé pour qu'on en arrive là, à ce moment précis, cet instant du podcast où moi, je vous raconte mon histoire. Pourquoi? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont persuadés que la réussite se résume à devenir riche, célèbre et à accumuler le plus de biens matériels possible. Parce que l'argent facile, les choses qui s'acquièrent vite, c'est pour certains synonyme de bonheur. Parce que beaucoup d'entre vous ont grandi bercés par la télé-réalité, idolâtrant ces personnalités comme des modèles de succès. Ils ont de belles maisons, de grosses voitures, ils vivent bien, donc ils ont réussi, n'est-ce pas? Parce que j'ai entendu trop de jeunes répondre « Je veux faire de la télé » quand on leur demandait ce qu'ils voulaient faire plus tard. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi? Il n'y a rien de mal à rêver de ce milieu. Mais méfiez-vous des désirs creux. Le but d'une vie, ce n'est pas juste de faire de la télé, gagner de l'argent et devenir célèbre. La notoriété en soi ne paye pas les factures. Il vous faut un plan. Il vous faut des bases en gestion. Savoir comment gérer votre argent, comment investir, comment bâtir quelque chose de solide. Parce que si jamais votre rêve se réalise, si un jour vous devenez célèbre et commencez à gagner un peu d'argent, la réalité qui se cache derrière les écrans pourrait vous dévorer. Si vous vous sentez déjà seul aujourd'hui, si vous manquez de confiance en vous, si vous portez en vous un profond mal-être, un traumatisme d'enfance, une blessure familiale, l'argent et la notoriété ne viendront absolument rien combler. Au contraire, vous risquez de creuser votre propre fossé. Vous savez que j'aime partager des versets bibliques avec vous. Dans la parole de Dieu, il est écrit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Si vous remplissez votre cœur de mauvaises choses et de mauvais désirs, vous ne récolterez jamais de bons fruits. Leçon numéro 20. Ne convoite pas la poudre de la célébrité. Le vain succès n'apporte pas la paix. Hey, c'était Lucrèce. Merci d'avoir écouté Destiny Podcast.